Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle page de culture. Oh, une page de culture bien étrange aujourd'hui en vérité, puisque je vais vous parler des procès d'animaux durant les temps médiévaux. En effet, au Moyen Âge, les animaux coupables de crimes pouvaient être menés devant la justice. Un procès était organisé aux frais du propriétaire de l'animal qui encourait les mêmes peines qu'un être humain. Mais avant que de développer, partons d'un exemple concret. Nous sommes au mois de janvier 1386 dans la ville de Falaise en Normandie. Une truie va être amenée au bourreau pour se faire découper le groin et cisailler une cuisse avant d'être pendue, non sans l'avoir préalablement affublée d'un masque humain. Son crime, elle a tué un bébé en lui dévorant une cuisse et le visage. La truie fut arrêtée par les forces de l'ordre et conduite à la prison. Le procès est mené de la même façon que s'il s'agissait d'un être humain, la truie ayant même un avocat. Sa culpabilité prouvée, un officier du ministère public vient dans la cellule expliquer à l'animal la sentence. En l'occurrence, elle fut condamnée à subir les mêmes mutilations qu'elle avait elle-même infligées au nourrisson. C'est pourquoi elle eut le groin coupé ainsi qu'une cuisse entaillée. Le rôle du masque humain est plus délicat à expliquer. Cela aidait peut-être à justifier que l'on juge des animaux de la même façon que les êtres humains. Il n'était pas rare que l'on habille également l'animal pour accentuer l'humanisation, allant même jusqu'à lui faire porter des gants. Mais la juridiction pénale n'était pas la seule à juger les animaux. L'Église en a souvent excommunié pour différentes raisons. Il s'agissait la plupart du temps d'animaux qui nuisaient aux cultures. Il arrivait ainsi à des prêtres d'ordonner à des charançons, détruisant des cultures, de quitter la région avant de les excommunier. On relève en 1554 qu'un évêque de Lausanne excommunie des sangsues responsables de la mort de nombreux poissons. En 1585, le grand vicaire de Valence ordonne aux chenilles de comparaître devant lui. Il leur donne un avocat et finit par leur ordonner de quitter le diocèse. En 1121, c'est au tour de Saint Bernard de fulminer contre les mouches qui avaient envahi la chapelle de l'abbaye de Foigny, près de Vervins, le jour même où l'on procédait à la dédicace de cette chapelle. Saint Bernard aurait apostrophé fermement les mouches en disant simplement « Je les excommunie ». Les insectes auraient alors été comme foudroyés et ramassés à la pelle sur le pavé. Leur malédiction serait même passée en proverbe. Ne dit-on pas tomber comme des mouches? Malheureusement, les animaux n'acceptent pas toujours de comparaître devant leur juge. Ainsi, en 1277, un évêque excommunia les anguilles du lac Léman. Il leur enjoint de se présenter devant son tribunal, mais à sa grande surprise, elles ne firent même pas le déplacement. Devant un tel refus d'obtempérer, l'évêque fut donc obligé de se déplacer lui-même, leur ordonna de rester dans un coin reculé du lac et de n'en point sortir. D'autres animaux étaient accusés de sorcellerie. Ainsi, en 1474, à Bâle, un coq, à ce que l'on raconte, eut la curieuse idée de pondre un œuf. Je ne commettrai pas l'offense de faire un mauvais jeu de mots sur l'œuf à la coque, bien sûr, ce serait trop facile, mais toujours est-il que l'on brûla le coq et son œuf. 4 animaux, croyait-on, ne pouvaient pas être habités par le diable. Il s'agissait de la colombe, de l'âne, du bœuf et de la brebis, ces animaux ayant un rôle important dans la tradition chrétienne. On relate aussi le cas où le port de Marseille fut bloqué, alors non, pas par une sardine, mais par un attroupement inhabituel de dauphins. On dépêcha l'évêque de Cavaillon, qui arriva en grand appareil pour les exorciser et leur interdire de rester dans le port. Ceci dut, à coup sûr, faire grosse impression sur les cétacés. Mais revenons à nos procès. On compte une soixantaine de procès d'animaux en France entre 1266 et 1586, mais d'autres procès eurent lieu bien après ainsi. En 1794, une famille ainsi que son perroquet se retrouvent devant le tribunal révolutionnaire.
car le volatile a la désagréable habitude de crier « Vive le roi !» peut-être un haras bleu. La famille sera guillotinée et une citoyenne sera chargée d'apprendre aux perroquets à crier « Vive la nation !» Sous la Restauration, encore, un homme fut emprisonné avec l'une des poules de sa basse-cour, parce que, crime de lèse-majesté, elle avait pondu, accrochez-vous, un œuf dont la coquille représentait un aigle impérial en relief. Dans ces procès, la procédure est semblable à celle appliquée aux hommes. Les animaux sont torturés et leurs cris sont considérés comme des aveux. Plus subtil, quand un cochon dévore un bébé le vendredi, l'accusation retient la violation de la règle d'abstinence comme une circonstance aggravante, le vendredi étant jour de jeûne. La faute était donc double. Souvent, les animaux sont condamnés à la mort par pendaison, mais selon le type de crime commis, ils pouvaient aussi être brûlés vifs, décapités, étranglés ou même enterrés vivants. Le type de mise à mort était symboliquement très important et choisi selon un code judiciaire extrêmement précis. Le prochain cas mérite que l'on s'y attarde par l'étrangeté de l'affaire. Il s'agit d'un cheval qui, au XIVe siècle, tua quelqu'un sur le territoire de Bondy, ce territoire relevant du prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Le propriétaire de l'animal, pour échapper aux poursuites, s'empressa de conduire sa bête en dehors du territoire sur lequel s'étendait la juridiction du prieuré. L'homme put cependant être arrêté. Les religieux, ayant tenu à affirmer leurs droits, ils condamnèrent le propriétaire à payer la valeur de l'animal coupable et à fournir, c'est là l'originalité de ce procès, une figure de cheval. Celle-ci devait être pendue, comme un criminel ordinaire, aux fourches de Saint-Martin. À défaut d'avoir pendu l'animal coupable proprement dit, c'est donc son image qui fut mise à la corde de la potence. À 90%, les animaux condamnés étaient des porcs. En effet, ce sont d'une part les seuls animaux de ferme omnivores, ce qui les prédispose à dévorer des bébés sans défense laissés sans surveillance. D'autre part, les cochons sont de loin les animaux domestiques les plus courants dans la France médiévale. Les cochons sont partout. On les laisse divaguer en pleine ville où ils font office d'éboueurs. C'est cette proximité, cette promiscuité entre le porc et l'homme qui augmente les risques d'anthropophagie. Néanmoins, il arrive aussi à des taureaux, des chevaux ou des ânes emballés de tuer des êtres humains et de finir eux aussi leur carrière dans un tribunal. Il est à noter que si l'animal fautif n'était pas identifié dans son troupeau, c'est tout le troupeau qui était alors condamné à mort. Cependant, tous les animaux mis en procès n'étaient pas forcément condamnés. En témoigne par exemple ce procès de 1368, organisé à Orléans. Aux assises tenues dans cette ville, il fallait juger un troupeau de porcs accusé d'avoir mortellement blessé un enfant. Un jour, l'un des porcs se mit à hurler et un enfant intrigué pénétra parmi les animaux. L'enfant, poussé par les porcs, tomba et, manque de chance, mourut quelques jours plus tard. Le procureur qui instruisait l'affaire au nom du duc d'Orléans demanda la mort pour le troupeau, du moins pour l'animal censé avoir tué l'enfant. Les choses n'étaient pas si simples. Le propriétaire plaida que l'enfant n'avait pas été blessé volontairement par les animaux et il fit venir comme expert un chirurgien de Paris qui ne constata sur l'enfant aucune trace que l'on pût attribuer avec certitude au porc. Le médecin alla même jusqu'à dire que l'enfant était décédé des suites d'une fièvre provoquée par la peur. En tout cas, justice fut rendue. Les porcs furent sains et saufs. Ils étaient considérés comme innocents du crime qui leur avait été reproché. Ce fut pour eux la relaxe. Cet exemple montre le souci de rendre un verdict juste et respecté par les magistrats de l'Ancien Régime. Il n'en demeure pas moins que les cas de relaxe dans les procès d'animaux sont plutôt rares. Il est tout de même étrange que dans la société médiévale, on ait ainsi jugé les animaux comme s'ils étaient les égaux des hommes. Car si aujourd'hui,
La plupart des gens ayant un minimum de culture savent que l'homme est un animal. La société du Moyen Âge, très croyante, était persuadée, comme le leur expliquait le clergé, que Dieu avait créé l'homme indépendamment des animaux et que ces derniers n'étaient là que pour servir de nourriture ou d'outil à l'homme. On peut comprendre donc pourquoi les animaux étaient grimés en êtres humains avant leur supplice final. Néanmoins, on peut préciser que la Bible stipule que si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande. Mais le propriétaire du bœuf sera quitte. Il y a donc une justification biblique au procès d'animaux. Les hommes du Moyen Âge allaient même jusqu'à penser que ces procès avaient un rôle didactique. En observant un cochon pendu, sans jeu de mots, un autre porc réfléchirait sûrement à 2 fois sur l'horreur du crime commis par son confrère et il se conduirait ainsi correctement toute sa vie. Des membres du clergé, pourtant, condamnaient ce type de procès ou d'excommunication comme saint Thomas d'Aquin et d'autres moins connus qui estimaient que les animaux n'étaient pas doués de morale, ne pouvant distinguer le bien du mal. Ils considéraient les procès d'animaux comme de la superstition, de l'impiété. Ainsi, un porc qui mange un nouveau-né, cela n'a rien d'immoral, c'est plutôt amoral. La nuance est importante. D'autres pensaient non sans raison qu'excommunier un animal était aussi stupide, aussi ridicule que de les baptiser ou de leur rendre les derniers sacrements avant de mourir. Aujourd'hui, toutes ces histoires nous font sourire évidemment. Et l'on peut préciser que les animaux viennent d'accéder à un nouveau statut selon la loi française. Le 28 janvier 2015, ils sont passés de biens meubles à êtres vivants doués de sensibilité. On se demande comment, selon cette loi, on peut encore autoriser en France des pratiques d'un autre âge comme la tauromachie. Mais ceci est une autre histoire. Merci et à très bientôt.